Ces bigots vont instaurer à l'intérieur de l'hôpital général un régime, on a le mot au XXe siècle pour ça, concentrationnaire. Vous arrivez à l'hôpital général avec votre bébé à la main, on vous inscrit et hop, on vous l'enlève. Et le bébé ou le petit, on va le mettre dans un dortoir spécial. La mortalité des enfants à l'hôpital général est un scandale. Les enfants entrent à l'hôpital général pour y être élevés, pas pour y mourir. Ils tombent comme des mouches. Bonjour à tous et bienvenue dans les rendez-vous de Kate sur le Média en 442 avec un nouvel invité pour une nouvelle thématique et vous la voyez déjà à l'écran. Il s'agit de Marion Sigaud. Bonjour Marion. Bonjour Kate, bonjour tout le monde. Je suis très heureuse de vous accueillir à mes côtés, vraiment, et très heureuse de faire ces capsules historiques avec vous afin que les spectateurs redécouvrent leur histoire et se la réapproprient. Je rappelle rapidement que vous êtes historienne, conférencière et auteure de plus de 18 livres. Mais avant de commencer, chers spectateurs, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube, d'activer la petite cloche pour ne rien rater de nos contenus et de mettre un pouce. Alors pour ce premier numéro, chère Marion, j'ai choisi que l'on débute par la création de l'hôpital général, une institution, l'ancêtre de la DAS, qui est devenue aujourd'hui l'ASE. Et à la fin de la vidéo, je pense que vous ne verrez plus cette institution de la même manière, ça j'en suis certaine. Et je pense que ça nous prendra un peu plus d'un numéro, parce qu'il y a tellement de choses à dire. Mais en guise d'introduction, Marion, pouvez-vous nous rappeler dans quel cadre et surtout pourquoi l'hôpital général a été créé, initié notamment par un édit du 27 avril 1656 par le roi Louis XIV? Alors, quand arrive 1656, ça fait déjà 30 ans que le projet est sur les fonds baptismaux d'un certain nombre de gens qui sont des notables, qui sont des magistrats, qui sont des gens eux-mêmes à l'abri du besoin et à l'abri de la misère. Hein. C'est les magistrats d'Ancien Régime, ce sont des gens, ce sont tous les beaux châteaux qu'on trouve dans les campagnes, c'est les châteaux de magistrats. Hein, la plupart du temps, pas exclusivement, mais enfin la plupart du temps, c'est quand même beaucoup de cas. Donc des gens qui sont très à l'aise dans la société et qui développe à partir de 1632, c'est à peu près à cette période-là, c'est-à-dire 1632, c'est Louis XIII. Il développe l'idée de renfermer, c'est comme ça qu'on dit à l'époque, renfermer les mendiants. Le grand renfermement, c'est l'idée qui consiste à dire il y a trop de mendiants dans les rues. La mendicité est une forme de délinquance. On ne dit pas le mot, c'est pas le mot, c'est la chose. C'est une forme de délinquance. Il faut absolument mettre de l'ordre dans cette forme de désordre, de désordre public. Alors, qu'est-ce que c'est que la mendicité? La mendicité, elle est considérée comme une catastrophe parce qu'elle est agressive. Vous avez à cette époque-là ce qu'on appelle des cours des miracles. Qu'est-ce que c'est que une cour des miracles? C'est une cour d'immeubles. Alors les immeubles, ils ont tous des cours intérieures. Enfin, les immeubles parisiens ont beaucoup de cours intérieures dans lesquels les mendiants qui arrivent complètement éclopés, qui n'ont qu'un œil, qui n'ont qu'une jambe, dès qu'ils passent là, ce qu'on appelait l'allée, c'est-à-dire le passage qui mène de la rue à l'intérieur de la cour, ils se mettent à courir comme des lapins, ils recouvrent la vue, enfin voilà, c'est-à-dire qu'en fait, ce sont des imposteurs, ce sont des gens qui trichent pour exciter la pitié publique. Donc, les cours des miracles, ce sont des lieux dans lesquels la loi ne s'applique pas. C'est la loi de la racaille. Bon, c'est une forme de délinquance organisée. Il y a ce qu'on appelle, il y a une espèce de roi de la gueuserie, hein, c'est ce qu'on appelle la gueuserie. Il y a une espèce de roi de la gueuserie qui mène ses troupes et ils vivent en marge de la société. Bon. Donc, ces gueux font ce qu'on appelle une mendicité agressive. Et vous avez des gens qui se plaignent, on peut pas sortir dans la rue sans avoir des gens qui vous agitent leurs moignons, gna 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 gna. Donc les braves gens, les honnêtes gens, les gens honnêtes et les honnêtes gens veulent qu'on les débarrasse de la gueuserie. Alors c'est quand même un problème récurrent. La gueuserie, elle ne fonctionne pas toujours, elle est particulièrement agressive dans certaines périodes. Il y a des périodes de difficulté où il y a plus de gueux que d'autres. Alors, quel est le problème avec la gueuserie? La gueuserie, c'est qu'elle n'est pas que la pauvreté n'est pas que feinte. Il existe une véritable pauvreté. Et les gens qui vont
inventé ce qu'on va appeler l'hôpital général et qui vont mettre 9 ans à en rédiger les statuts, sont des gens qui estiment que la pauvreté est c'est pas seulement une calamité, c'est un crime, c'est un délit. C'est un délit. Les pauvres sont des gens c'est des feignants. Qu'est-ce que c'est qu'un mendiant? Qu'est-ce que c'est qu'un mendiant pour ces gens-là? Un mendiant, c'est quelqu'un qui a choisi ce métier parce que c'est un métier mendiant. Ça peut être éventuellement une astuce comme on a vu dans les cours des miracles, mais pas uniquement. Si vous avez perdu votre travail, si vous avez perdu votre maison, si la guerre ou une épidémie ou une catastrophe vous a fait tout perdre, ben vous mendiez parce que vous volez pas. C'est une forme d'honnêteté, la mendicité. Et dans la société jusqu'à la fin du Moyen-Âge, la pauvreté était sanctifiante. Être pauvre, c'était être près de Dieu. Vous aviez les ordres mendiants. Un ordre mendiant, c'était des gens qui se réclamaient de la mendicité pour ne rien devoir à la richesse et faire appel à la générosité des gens et ne rien posséder. Donc, vous aviez jusqu'à la fin du Moyen-Âge une sanctification de la pauvreté. Et là, on est loin du Moyen-Âge. Hein, on est plus de 100 ans plus tard. Les pauvres, ce sont des délinquants. Hein. Et alors, vous avez une compagnie de notables qui s'appelle la Compagnie du Saint-Sacrement. Ce sont des dévots, c'est-à-dire des gens qui vont affecter leur dévotion. Un dévot, si vous êtes dévot tout seul dans votre coin, c'est pas ça les dévots. Les dévots, ce sont les gens qui vont afficher leur dévotion, qui vont affecter leur dévotion, qui se constituent en compagnie, la Compagnie du Saint-Sacrement, et ils veulent faire tout le bien possible, organisé, en société secrète. Ah, pourquoi? Parce que Dieu est caché, donc cachons-nous pour faire la volonté de Dieu. Et ils vont décider, ils ont décidé autour de l'année 1630, je ne sais pas si c'est 31 ou 32, enfin c'est dans ces eaux-là, à la fois de se constituer en société secrète. Ils veulent lutter contre les progrès du protestantisme. Ils vont être absolument odieux aux protestants, mais odieux de chez odieux, hein, c'est-à-dire que vraiment on veut leur faire des coups tordus. Enfin bon, ils vont pourchasser les juifs de toutes les manières possibles. Alors je sais pas exactement. Sur Paris, j'ai rien trouvé sur Paris. Il y a certainement des régions de France où ça a été plus prégnant. Et ils vont enquiquiner les pauvres. Ils vont enquiquiner les mendiants. Ils vont décider que pour résoudre le problème de la mendicité, il faut mettre les mendiants au travail. Les mendiants sont des gueux, les gueux sont des feignants, et on va les mettre au travail. Et ils élaborent les statuts de ce qui deviendra l'hôpital général, et l'hôpital général va être présenté, les statuts de l'hôpital général vont être présentés au jeune roi Louis XIV, donc en 1656. 1656, c'est le début du règne de Louis XIV. Louis XIV, le jeune petit roi, il a beaucoup souffert de ce qu'on appelle la Fronde, c'est-à-dire une guerre civile qui va durer 4 ans, qui va être une abomination. Les horreurs de la guerre civile, c'est atroce. Vous avez des armées l'armée des uns et l'armée des autres qui traversent une région, ils brûlent tout, ils s'en vont, les autres les suivent et ils brûlent ce qui reste. Enfin, c'est absolument épouvantable. C'est 4 ans de guerre civile absolument atroce. Et à l'issue de cette guerre civile, c'est là que le jeune Louis XIV arrive au pouvoir. Il a un parrain, Mazarin, qui veille au grain, qui s'occupe beaucoup de lui, qui le patronne, qui va l'empêcher d'ailleurs au demeurant d'épouser la jeune fille qu'il aime, qui est sa nièce, et enfin la nièce de Mazarin, et ça va beaucoup perturber le jeune Louis XIV, mais ça sera éventuellement un autre sujet. Donc, le jeune roi, quand les dévots de la Compagnie du Saint-Sacrement viennent le voir en 1656 en disant, voilà, Majesté, il y a un problème récurrent. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la mendicité, elle a explosé avec la Fronde. Elle a explosé. La Fronde, c'est l'afflux vers la ville de quantité de mendiants. Alors, je me suis demandé pourquoi, dans la mesure où le blé était produit à la campagne, pourquoi les mendiants, enfin les gens pauvres des campagnes arrivaient vers les villes. Donc j'ai cherché, j'ai trouvé, enfin j'ai deviné, parce que les villes sont toujours approvisionnées et que c'est là que se trouve le blé. Donc quand vous avez une situation comme une guerre civile, vous avez des agents qui battent la campagne pour apporter à tout prix du blé pour avoir du pain dans les villes. Donc les pauvres des campagnes entrent en ville et ils mendient leur part du pain. Donc c'est véritablement un problème. Il est exact que 1654, 55, 56, Paris est couvert de malheureux qui tendent la main, qui tendent la sébille.
Pitié, pitié, pitié. Alors, bon. Alors c'est vrai que Marion, on parle des mendiants, mais il y a aussi d'autres catégories de personnes qui sont visées justement par. Non, c'est les mendiants d'abord. C'est d'abord les mendiants d'abord. Les personnes folles arrivent après alors. Ah, non. Alors les histoires. Alors pourquoi c'est encore une erreur. Alors je vous pose une erreur de croire Marion, les fous. Marion, alors je vous pose cette question. Je vais m'expliquer pourquoi j'en parle. Je vois venir, mais je vais l'expliquer tout de même aux spectateurs. Bien Vous êtes d'accord avec moi? Oui, mais absolument. Vous allez me donner l'occasion. Si j'en parle, parce que quand on lit les historiens, donc les historiens officiels qui passent à la télé, n'est-ce pas, chère Marion, qui peuvent s'exprimer librement, c'est quand on lit les livres. On nous explique que l'hôpital général a été créé pour soustraire à la fois les mendiants, les prostituées, les personnes folles de la rue. C'est faux. Donc tout ça dans le but de créer un système très sécurisé pour les citoyens. Et on parle effectivement des prostituées, on insiste sur ce sujet, et les personnes folles aussi. On dit les folles. Voilà. Alors c'est absolument faux. Alors d'abord, c'est pas un historien qui a inventé ça, c'est Michel Foucault, qui n'était pas du tout historien. Michel Foucault, on appelle ça un philosophe. Moi, mon père disait, c'est la poule qui philosophe. C'est tout le c'est tout le respect qu'il avait pour ces gens. Moi, j'y comprends rien à la philosophie. Ce que je sais simplement, c'est que quand un philosophe fait de l'histoire, qui retourne à la philosophie, qui laisse tomber l'histoire, on n'a jamais enfermé les fous en tant que fous, ni à la Salpêtrière, ni à Bicêtre, nulle part ailleurs. Il y avait, pour recevoir les fous, dans le but de les soigner, dans l'intention de les guérir, des institutions spécialisées. S'il y a eu des fous à la Salpêtrière, c'est en tant que pauvres qu'ils étaient arrêtés, et pas en tant que fous. Donc, c'est un contresens que de dire que la Salpêtrière a servi à enfermer les fous. La Salpêtrière a servi à enfermer les pauvres. Alors, les prostituées, c'est un fait. C'est un fait. Mais je vais y venir, parce qu'il y avait tout un intérêt à enfermer les prostituées. Il y avait tout un intérêt. Donc, à l'origine, l'hôpital général, c'est les pauvres. Les pauvres. C'est-à-dire que les pauvres sont devenus des délinquants. On va les redresser. On va les réhabiliter, c'est un mot anglais. On va les rééduquer. On va les soustraire à la rue et on va les mettre au travail. Donc, le but, tel qu'il est présenté, il est, admettons, acceptable. Moi, même dans la façon dont il est présenté, je le trouve absolument inacceptable, mais admettons. Le jeune roi Louis XIV, quand on lui a présenté ça, il a vu que le pays était absolument sans dessus-dessous. Je veux dire, on peut pas dire exsangue parce que c'est reparti assez vite, mais enfin, je veux dire, un pays est épuisé après 4 ans de guerre civile aussi atroce. Donc, quand les dévots, les magistrats dévots sont venus le voir en disant, Majesté, nous avons ici un projet qui consiste à renfermer les pauvres. Ce sera pour le plus grand bien des manufactures, parce que si nous les mettons au travail, des entreprises, on disait pas des entreprises, on disait des donneurs d'ordre, pourront venir faire leur travail par des gens renfermés. Enfin, ça fera le bien de tout le monde. Les pauvres auront du travail, ils auront un abri, les manufactures vont pouvoir trouver une main d'œuvre qu'on qualifiera, enfin qui sera pas qualifiée a priori, mais qu'on pourra qualifier. Enfin, c'est le projet tel qu'il a été présenté, il faisait du bien à tout le monde. Et le jeune Louis XIV, il a pas regardé plus avant, et dit s'il y a que ça, il a dû se dire s'il y a que ça pour leur faire plaisir, parce que quand même les magistrats ont été parmi les plus braillards, les plus brillants et les plus agités contre sa royale autorité pendant la Fronde. Donc il leur a donné ça, moi j'imagine, comme un os arrangé, en disant s'il y a que ça pour leur faire plaisir, allons-y. Donc le roi a signé l'établissement la naissance d'un établissement dans lequel son autorité était absolument inapplicable. C'est-à-dire que les directeurs ont créé une institution dans laquelle personne n'a le droit de regarder voir ce qui s'y passe. Et l'institution en question donne tous les droits et tout pouvoir à ces directeurs qui ne se renouvellent que entre eux, par vote à bulletin secret, etc., sur tous les pauvres du royaume. À partir du moment où l'hôpital général est créé en 1656, il est interdit non seulement de tendre la main dans la rue pour avoir une piécette. Si vous êtes pauvre, vous n'avez qu'à aller vous-même à l'hôpital général. Si vous n'êtes pas d'accord, vous avez des archers des gueux qui vont vous attraper et qui vont vous démettre. Et non seulement
il est interdit mais il est interdit de donner l'aumône. Vous voyez une pauvre mendiante, un pauvre mendiant dans la rue, dites, mon Dieu, le pauvre, dans quel état il est, vous lui donnez une piécette, les archers-dégueux passent, hop, et on va vous saisir, on va vous donner des amendes inimaginables. Toutes les amendes de police vont être reversées à l'hôpital général. Le mode de financement de l'hôpital général, il est ahurissant. Vous avez tout un tas de droits qui étaient versés au trésor que le roi accepte qu'on verse à l'hôpital général. Vous avez des dons et des legs tous les dons et les legs qui vont aux pauvres. Vous êtes notaire, vous avez une personne qui vient vous voir en disant voilà, je n'ai pas d'enfant, je lègue mes biens aux pauvres. Eh bien, à partir de 1656, tout legs aux pauvres en général va aller à l'hôpital général. C'est-à-dire que ça va être une institution extrêmement riche, sous le contrôle exclusif de 26 personnes, 26 directeurs, à la tête desquels il y a un bureau de quelques-uns de moins, je ne me souviens plus exactement combien ils sont au bureau. Alors, à la tête duquel siège en principe, pas à la tête, mais enfin disons au bureau duquel siège en principe l'archevêque de Paris, qui n'y mettra jamais les pieds parce qu'on ne l'a pas invité. On l'a pas invité, on lui donne pas les horaires de... Et vous avez à la tête de l'hôpital général le premier président du Parlement, les plus hauts magistrats. Les plus hauts magistrats sont à la tête de l'hôpital général. Et ils y font ce qu'ils veulent. Donc c'est une chape de plomb qui s'abat sur les pauvres. Et vous n'avez plus le droit ni de mendier, ni de donner l'aumône, ni de chercher de secours, ni de faire ce que vous voulez de votre testament. Enfin, si vous voulez donner votre bien aux pauvres, non, vous êtes obligé maintenant de le donner aux... Et alors, les métiers, un ouvrier qui passe sa maîtrise est obligé, parce que c'est le système des corporations, un ouvrier qui passe sa maîtrise est obligé de donner une somme à l'hôpital général. Tout le monde donne à l'hôpital général. Et où va cet argent? Impossible de le savoir. Impossible de le savoir. L'hôpital général, il est géré par un receveur qui n'est comptable que devant les directeurs. Donc, si je comprends bien, au départ, ce projet, il est proposé par le Saint-Sacrement, donc par les dévots. Mais la compagnie du Saint-Sacrement, des dévots laïcs. Il n'y a pas de prêtres. Laïcs, d'accord. Laïcs, hein, ce sont tous des laïcs. Et ils sont très anticléricaux. Je me permets de le Non, parce que ça va justement influencer la suite de dire qu'ils sont laïcs. Oui. Alors, ce qui est important à savoir, c'est que ce sont des laïcs bigots. Ce sont des laïcs bigots. Ils passent leur temps à dire que l'archevêque, il est trop gentil, que le pape n'a pas compris, que tout ça, c'est l'église, ils sont trop doux. Ils veulent toujours pardonner aux pauvres. Nous, on va vous montrer ce que c'est. C'est-à-dire que ce sont des dévots bigots. Ce sont des bigots. Faites ce que je dis, mais faites pas ce que je fais. On va pas aller voir ce qu'ils font derrière. Hein? C'est une bigoterie affichée. Et la compagnie du Saint-Sacrement, c'est également un État dans l'État. C'est-à-dire, ce sont des gens qui se réunissent, alors indépendamment de l'hôpital général, hein, la compagnie du Saint-Sacrement, elle s'occupe également de prisonniers, elle s'occupe également de galériens, elle s'occupe d'un certain nombre de choses. La compagnie du Saint-Sacrement, elle veillait dans les rues à ce que quand le Saint-Sacrement passait, tout le monde plonge, tout le monde se met à genoux et c'est bon. Vous n'avez rien demandé. Il y a une église pour ça. L'église, elle est trop douce. L'église, elle est trop bonne. L'église, elle est trop molle. On va leur montrer. Ce sont des rigoristes. Moi, j'avais trouvé quand j'ai commencé à étudier ça, j'avais dit, mais c'est des talibans. C'est l'image qui m'était venue. Bon. Donc, l'hôpital général va démarrer, sous ces auspices-là, et le roi n'y va y voir que du bleu. Il se débarrasse du problème, c'est tant mieux. Ces bigots vont instaurer à l'intérieur de l'hôpital général un régime, on a le mot au XXe siècle pour ça, concentrationnaire. C'est concentrationnaire. Les pauvres sont enfermés derrière des murs infranchissables. On les fouette, on les bat, on leur fait subir toutes les injustices possibles et imaginables. Les directeurs sont les seuls à pouvoir vérifier ce qui s'y passe. L'Église n'y est pas représentée. Il y a simplement des prêtres pour assurer l'office. Hein, parce que c'est une institution chrétienne comme tout ce qui est dans le royaume de France. Donc il y a des prêtres pour dire la messe, mais toute l'institution est laïque et l'encadrement est fait par des femmes qu'on appelle des sœurs, mais qui ne sont pas du tout des religieuses. Ce sont des laïques qui sont des galantes, elles
elles sont sélectionnées pour leur méchanceté, pour leur sadisme, c'est une abomination. La vie quotidienne à l'hôpital général, telle qu'elle a été décrite par un certain nombre d'historiens qui s'y sont penchés, notamment je pense à Henri Léger-Desgranges, dont je me suis beaucoup inspirée, parce que j'ai lu Henri Léger-Desgranges, puis après j'ai remonté à ses sources, et puis après j'en ai retrouvé d'autres. Enfin, c'est comme ça qu'on fait, hein. On commence par lire un livre, et puis après on remonte à toutes les sources. La vie quotidienne à l'hôpital général, c'est un enfer. C'est un enfer pour les pauvres. Et c'est non seulement un enfer pour les pauvres, mais c'est un lieu de toutes les corruptions. C'est un lieu de vol, de pillage, de violence, c'est atroce, c'est infernal. Et aucune plainte sur ce qui se passe à l'hôpital général ne peut aboutir, puisque les plaintes sont déposées où ça? À la justice, et c'est la justice qui gère l'hôpital général. Alors, excusez-moi, mais si vous devez vous plaindre de votre juge, et si c'est lui qui va se juger, il va se trouver innocent à tous les coups. Et c'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe. Donc, l'hôpital général va fonctionner. Alors, on va passer de la Compagnie du Saint-Sacrement au jansénisme. C'est-à-dire que, assez rapidement, Mazarin va alerter le roi sur la dangerosité de la Compagnie du Saint-Sacrement, qui fonctionne comme un État dans l'État, c'est-à-dire ce sont des hauts magistrats, ce sont des gens qui ont beaucoup d'argent, qui ont beaucoup d'influence, qui se réunissent en société secrète, et un roi absolu ne peut pas tolérer que sa justice soit dirigée par une société secrète. La société, elle n'a pas à être secrète. Si vous voulez faire le bien, vous n'avez pas à vous cacher. On vous demande pas de vous en vanter, mais ne vous cachez pas pour faire le bien. Si c'est le bien, tout le monde doit pouvoir voir. Et c'est le principe. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Au moment où la Compagnie du Saint-Sacrement s'auto-saborde, parce que le roi était à la veille de... Alors, le Nicolas Fouquet, le fameux ministre, là, qui a terminé ses jours en prison, là, il en faisait partie, hein, la Compagnie du Saint-Sacrement. Alors, incidemment, Saint-Vincent de Paul, le futur Saint-Vincent de Paul, il en faisait partie aussi, mais il n'y a jamais siégé. Il avait adhéré comme ça, mais il n'y a jamais allé. Lui, toute sa mentalité, toute sa façon d'être, c'était l'inverse de la Compagnie du Saint-Sacrement. Pendant que la Compagnie du Saint-Sacrement, elle faisait fouetter les pauvres et elle les martyrisait, le bon monsieur Vincent voulait les soulager et leur faire du bien, tout le bien possible. Saint-Vincent de Paul disait à une dame qui lui disait, mais mon père, comment puis-je faire pour faire tout ce que j'ai à faire? J'ai encore des dévotions. Si je m'occupe des pauvres tout le temps, j'ai plus le temps d'aller à la messe. Il a dit, vous occuper des pauvres, c'est faire oraison. Quand vous quittez les pauvres quand vous quittez la messe, quand vous quittez l'église pour vous occuper des pauvres, vous quittez Dieu pour Dieu. C'est-à-dire que c'était la charité efficace, c'était la bonté absolument personnifiée. Et c'était lui qui avait créé l'œuvre des enfants trouvés. Il avait une œuvre des enfants trouvés. Il faisait en sorte que les enfants abandonnés ou laissés sur le bord du chemin soient recueillis, soient dans des bonnes conditions. Il avait créé ce qu'on appelle la couche, c'est-à-dire un lieu où des femmes allaitantes pouvaient allaiter un enfant en dehors du leur. Enfin, c'était vraiment pour sauver les enfants, pour les mettre à l'abri des trafiquants d'enfants, parce qu'il y avait des enfants dont on brisait les membres pour les mettre pour les mettre à mendier, quoi. Enfin bon, il avait été tout à fait ému, il avait mobilisé un certain nombre de femmes riches et dévotes pour l'aider. Et la Compagnie du Saint-Sacrement, quand ils ont créé l'hôpital général, ils ont dit, monsieur Vincent, venez donc avec nous. Alors il a accepté d'adhérer, je vous dis, il n'y a jamais siégé, mais donnez-nous donc, laissez-nous absorber la couche dans notre grande église. Jamais, moi vivant, jamais. Vous aurez pas mes gosses. Moi vivant, vous aurez pas mes gosses. Ils les ont eu le lendemain de sa mort. Le jour où monsieur Vincent est mort, je crois que c'est 1661 si je ne m'abuse, l'hôpital général a absorbé la couche et là, les enfants trouvés sont devenus la propriété exclusive des messieurs du Parlement, et sachant que les enfants trouvés ont été rassemblés à l'hôpital général et mis avec les enfants non trouvés, les enfants pauvres. À l'hôpital général, vous aviez les hommes, les femmes et les enfants pauvres. Pauvres, c'est-à-dire un enfant pauvre, c'est pas forcément un enfant orphelin, d'accord? Et là, ils ont mélangé les pauvres et les orphelins. Voilà. Et tous les enfants, entrant à l'hôpital général, y compris à la main de leur maman ou à la main de leur papa ou dans les bras de leur maman ou dans les bras de leur papa, devenaient immédiatement pupilles définitives de messieurs du Parlement. C'est-à-dire que tout enfant avait comme tuteur exclusif les directeurs de l'hôpital général. C'est-à-dire que l'hôpital général est un lieu où, quand vous entrez, vous perdez toute votre autorité parentale. Et l'autorité parentale, l'autorité paternelle, on disait à l'époque, c'était pas parental, c'était paternel, c'était quelque chose de très respecté. Le droit des pères, c'était quelque chose, non,
pas à l'hôpital général. C'était vraiment en dehors de la règle commune. Voilà. Et on parlera dans le second numéro des enfants. Mais pour terminer, Marion, est-ce que vous pouvez revenir sur le jansénisme, parce que vous avez commencé à nous en parler, à dire Absolument, que Mazarin a alerté Louis XIV sur les pratiques de la communauté du Saint-Sacrement. Est-ce que vous pouvez déjà nous expliquer ce qu'est le jansénisme, oui, et puis ensuite voilà, nous dire comment il a été mis en place, et puis on terminera sur Louis XV qui en a fait sa lutte. Il a lutté, voilà, pour qu'ensuite on puisse enchaîner sur le deuxième. Alors, au moment où Mazarin a dit au roi, il faut absolument arrêter avec cette compagnie du Saint-Sacrement, ce sont des gens qui sont beaucoup trop dangereux, la compagnie du Saint-Sacrement s'est auto-sabordée et elle a donc quitté l'hôpital général. Elle a été immédiatement remplacée par les magistrats jansénistes. Alors, qu'est-ce que le jansénisme? C'est une théologie. C'est un mouvement religieux. C'est un mouvement religieux qui est une forme, alors pour le résumer, parce que sinon moi je peux vous en parler pendant 3 heures du jansénisme, c'est une forme de protestantisme tout à fait dans les valeurs, dans les façons de faire. C'est une forme de protestantisme qui n'a pas rompu avec Rome. C'est-à-dire c'est un protestantisme de l'intérieur. Luther et les protestants, ils ont dit on veut plus reconnaître le pape, on se débrouille sans eux, sans lui. Bon, les jansénistes ont dit nous allons expliquer au pape qui se trompe. Et les mêmes jansénistes vont expliquer au roi qui se trompe. C'est-à-dire que ce sont des gens qui sont des donneurs de leçons, des emmerdeurs. J'ai eu beaucoup d'ennuis à l'université à découvrir ce que c'était que les jansénistes, parce que si je les avais pas découverts dans cet hôpital général, j'aurais cru que c'était des gens, vous savez, l'opposition intelligente, qui sait modérer l'absolutisme. Tiens, modérer l'absolutisme. L'absolutisme, faut qu'il s'applique. L'absolutisme, il sert à quelque chose. S'il s'applique pas, il sert à rien. Donc, c'est plus de l'absolutisme. Donc, s'en prendre à l'absolutisme royal, et c'est ce qu'ils ont fait, les jansénistes, depuis le début et jusqu'à la fin, et la fin, c'est la Révolution française, c'est saper systématiquement l'autorité du roi et saper systématiquement l'autorité du pape. C'est-à-dire que ce sont des gens qui disent, et c'est important de le comprendre, ce sont des laïcs, encore une fois, le clergé français n'est pas janséniste. Il y a très peu de prélats qui sont de prêtres qui sont jansénistes. Il y a eu plusieurs réunions de assemblée générale du clergé qui ont décidé que le jansénisme c'était pas pour eux, ils n'en veulent pas. Donc ce sont des laïcs, encore une fois, ce sont des laïcs qui veulent que la religion soit soumise au juge. C'est-à-dire, je vous donne un exemple. Il y a eu une dame qui dit qu'elle est arrivée, elle était estropiée, elle fait ceci et cela, elle sort, elle court sur 2 pattes. Il y a eu un miracle. Eh bien, les juges disent, nous disons qu'il y a un miracle. L'archevêque passe derrière en disant, dites donc, s'il y a miracle ou pas, c'est l'affaire de l'Église. Pas du tout! C'est l'affaire des juges. Et derrière les juges, vous avez les avocats qui disent, nous, les avocats, nous savons que. C'est-à-dire que les jansénistes sont des laïcs qui passent leur temps à se mêler de religion. C'est l'inverse de la séparation de l'Église et de l'État. Les jansénistes sont des gens qui veulent la soumission de l'Église à l'État. Et ils vont l'obtenir par la constitution civile du clergé. La soumission de l'Église à l'État. Dans une société où l'Église était indépendante. Ça veut dire quoi indépendante? Ça veut dire qu'elle avait ses propres revenus. Alors, les rois, et Dieu sait si Louis XIV, il n'a pas été le dernier, on voulait absolument garder la main, bon. Mais, n'empêche que l'Église, elle fonctionnait sans le budget de l'État, puisqu'elle avait la dîme. Donc, l'Église était indépendante, et elle aidait les pauvres jusqu'à ce que l'hôpital général lui interdise de le faire. Mais enfin, elle s'occupait de beaucoup de choses. L'Église avait un rôle social éminent. Et les jansénistes sont des gens, alors beaucoup dans la magistrature, pas exclusivement. Moi, j'ai rencontré dans le petit peuple quelques jansénistes de base tout à fait sympathiques, tout à fait honorables, un peu pitoyables dans leur bigoterie, mais honorables et sympathiques. Je peux pas dire autrement. Mais c'est pas eux qui tenaient le haut du pavé. Ce qui tenait le haut du pavé, c'était tous ces magistrats ou tous ces grands personnages qui revendiquaient une bigoterie effroyable. Mais faites ce que je dis et faites pas ce que je fais. N'allez pas voir ce qui se passe par derrière. Moi, je suis allé voir ce qui se passe par derrière. C'est pas joli. On en reparlera après. Donc, une fois que les jansénistes arrivent à la tête de l'hôpital général, c'est la même chose en pire.
C'est effroyable. La vie quotidienne à l'hôpital général, c'est une épouvante. C'est une épouvante. Alors, quelques exemples. Des gens rentrent dans un dortoir, ils ressortent. D'abord, le dortoir, il fait 1,65 m de haut, ou même pas 1,60 m, je crois. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas tenir debout dans un dortoir. Bon. Et ça sent tellement mauvais que vous ressortez pour aller respirer ailleurs. Et les gens dorment là-dedans. À 6 par lit, à tour de rôle. 6 par lit, à tour de rôle. C'est effroyable. Vous arrivez à l'hôpital général avec votre bébé à la main, avec votre petit garçon ou votre petite fille à la main. Hop, on vous l'enlève. On vous inscrit et hop, on vous l'enlève. Et le bébé ou le petit, on va le mettre dans un dortoir spécial. La mortalité des enfants à l'hôpital général est un scandale. Les enfants entrent à l'hôpital général pour y être élevés, pas pour y mourir. Ils tombent comme des mouches. Qu'est-ce qu'on leur fait pour qu'ils meurent comme ça? C'est effroyable. L'hôpital général, c'est une abomination. Et toutes les plaintes sur ce qui se passe à l'hôpital général tombent systématiquement à la poubelle. Pourquoi? Parce que les plaintes, elles sont dirigées vers la justice. Hein? Bon. Un jour, il y avait dans Paris des gens qui se sont plaints de disparition d'enfants. Alors, ils vont voir le curé. Il y a un jour une dame qui va voir un curé. C'est sous Louis XIV encore. Elle lui dit, est-ce que vous pouvez lire ce mot en chair? Alors le curé il monte en chair. Il dit voilà, on se plaint de la disparition d'un petit garçon, ceci, cela. Bon. L'autorité publique intervient et dit non, dites donc, on va pas affoler les gens comme ça. Pourquoi vous dites ça? Pourquoi vous dites ça aux prêches? Enfin, s'il y a des plaintes à porter pour des disparitions d'enfants, allez porter plainte à la justice. Les gens, ils avaient compris. C'est pas au juge qu'il fallait se plaindre. Alors, ils avaient compris, vous avez pas compris. Mais en attendant, si on allait se plaindre à l'église, c'est parce que là, on savait qu'on serait entendu. Et le nombre de plaintes pour disparition d'enfants, ça tombait toujours aux oubliettes. Alors, bon, disparition d'enfants, c'était pas bon, la grande affaire, ça va être quand même 1750, c'est pas au XVIIe siècle que c'est le plus prégnant, le plus visible. Mais voilà, tous les enfants qui entrent à l'hôpital général, ils rentrent dans un gouffre de misère, de violence, de pauvreté, et où il est interdit d'y venir voir. Et alors, les historiens pas les historiens que j'ai croisés, à part Henri Légier-Desgranges, mais lui, il s'est consacré à ça, donc il a bien vu. Il n'a pas vu tout ce que j'ai vu, mais enfin, il a vu quand même beaucoup de choses. Quand il y a eu des problèmes à l'hôpital général, des gens comme Voltaire, c'est pas que c'est un historien, c'est un anti-historien. Enfin, il passe pour historien et on reprend sa parole, mais pas uniquement. Il y en a plusieurs qui disent. Bon, Michelet, par exemple, c'est pareil, c'est monstrueux. Il y avait des horreurs à l'hôpital général. Heureusement que les juges étaient là, ça aurait été pire. Non, non. C'est pas heureusement que les juges étaient là, c'était les juges qui couvraient toutes ces atrocités, et ils se servaient de l'hôpital général comme de leur bordel, et pas uniquement. Ils avaient tous une maîtresse à l'hôpital général. Les officières à l'hôpital général, elles avaient en général comme amants un prêtre et un juge, les deux. Hein, ils étaient pas là en même temps. Enfin, voilà, comme ça c'est dit. Voilà. Et donc il y avait pas moyen il y avait jamais moyen de se plaindre de ce qui se passait à l'hôpital général, parce que les plaintes tombaient toujours entre les mains des coupables. Et puis un jour, il y a eu une affaire de trop. Et ça, c'est au XVIIIe siècle que ça se passe. Et si vous le voulez bien, Marion, on en parlera dans le second numéro. Effectivement, on reviendra sur les cas d'enlèvement d'enfants. Vous avez plusieurs anecdotes à nous raconter à ce sujet. On reparlera de la marche rouge de 1750, du titre d'un de vos livres d'ailleurs, et on reviendra sur toute cette période qui donneront en fait les prémices de la Révolution française finalement. Alors si vous êtes d'accord, moi je vais demander aux spectateurs, si c'est un peu le principe de ces rendez-vous, c'est de poser leurs questions. Voilà, sous cette vidéo en commentaire. Oui. Et puis la prochaine fois, au prochain numéro, j'en sélectionnerai une ou deux, et puis vous y répondrez. Voilà.
C'est le principe de ces rendez-vous. Avec plaisir. Alors, ce que je voudrais spécifier, si vous me l'autorisez, je vous en prie. Si vous voulez des références, je n'ai aucune référence comme ça. Je vous ai dit Henri Légier-Desgranges, mais d'une façon générale, un historien sérieux, il n'a pas toutes ses références dans la tête. Donc, quand un historien parle, il n'a pas ses références, il les a dans l'ordinateur, mais pas comme ça. Donc, si vous voulez des références, soyez gentils de me les écrire, et puis on pourra mettre un encadré. On pourra ajouter en description, si vous voulez. On pourra ajouter les références en description sans aucun problème. Mais alors, ne me demandez pas toutes mes références, parce que là-dessus, je suis en train de terminer la réédition de La Marche Rouge. J'en ai je sais pas combien de pages. La personne qui me fait la correction, elle me dit, mais c'est pas possible. T'as fait tout ça? Ben, je lui dis, oui, j'ai fait tout ça. Donc, il y en a vraiment. Non, mais le principe, c'est pas forcément de vous donner, de vous demander les références, mais c'est de vous poser des questions sur un sujet bien précis, quelque chose, une incompréhension. Voilà. C'est surtout ça, le principe. Mais il y a des gens qui demandent des références. Donc, c'est légitime de les demander. Mais voilà. C'est légitime de les demander. On donnera quelques-unes par écrit. Voilà. Eh ben, en tout cas, qu'ils n'hésitent pas à nous faire leurs commentaires, à nous dire aussi si ça leur a plu, parce que ça fait toujours plaisir d'avoir les retours des spectateurs aussi. Voilà. Et on se retrouve au prochain numéro, Marion. Entendu, à bientôt. Au revoir. Merci, à bientôt. Au revoir.